Cette journée de débat, d'ateliers et d'auditions publiques, nous avons demandé aux différents candidats à l'élection présidentielle de faire connaître devant ce parterre qui, en effet, a une densité un petit peu exceptionnelle en matière de génétique européenne, avec précision quels seront leurs engagements européens et notamment sur quels axes privilégiés ils commenceront leur action à la tête de l'État. Chacun des candidats à la présidentielle a reçu une invitation en bonne et due forme. Plusieurs ont hésité, ont pris du temps et se sont finalement décidés cette semaine, ce qui ne nous facilitait pas tout à fait la vie, et notamment, disons, écorner un petit peu la nécessaire courtoisie que nous devons avoir à votre égard, en nous envoyant leurs représentants, quelle que fût leur bonne qualité, évidemment. L'un d'entre eux-mêmes, finalement, n'a envoyé ni représentant ni sa propre personne. Je veux donc remercier le président du MoDem et ses équipes d'avoir répondu vite et d'être venu lui-même, ce qui publiquement doit être reconnu. Voici comment les choses. À vous tous et à M. Bayrou, rappelons un petit peu l'organisation de cette audition qui va durer une trentaine de minutes. D'abord, en vous remerciant, vous aurez la possibilité de répondre aux questions des citoyens. Je vous rappelle, pour vous qui êtes dans cette salle, que ces questions viennent d'ateliers, de débats et de manifestations qui ont eu lieu depuis 3 mois sous la responsabilité de la trentaine d'associations qui, dans le pays en général et à Paris en particulier, ont, je dirais, fait tourner cette idée de construction européenne dans les espaces qu'ils avaient la possibilité de faire fonctionner. C'était en général des débats, c'était pas forcément universitaire. C'est un travail associatif qui mérite d'être salué. Émane un certain nombre de questions auxquelles je vous remercie de répondre tout à l'heure en réponse à Guillaume Clossat ou en réponse à Eric Israelevitz, qui sont les deux partenaires de l'organisation de ces États généraux avec le mouvement européen de France. Ensuite, nous vous demanderons, M. Bayrou, de répondre aux questions d'Eric Israelevitz. Ensuite, nous vous demanderons les 3 enseignements et engagements forts que vous êtes décidés à prendre si vous arrivez au pouvoir en matière de construction européenne et dans cette crise, naturellement, qui n'est pas mince. Et enfin, nous vous demanderons de résumer par écrit, pour que tout le monde l'entende bien, ce que vous souhaitez dire dans l'action européenne tout de suite dans cette campagne électorale. Et puis pour la beauté du geste, nous vous remercions d'écrire sur un livre d'or qui va arriver ici ces mêmes engagements. Une bonne demi-heure vous est consacrée, je vous remercie et bonne route. François Bayrou, à nouveau merci. Donc pendant 3 mois, la société civile dans tout le territoire français s'est rassemblée et a fait remonter 5 préoccupations, 5 questions clés pour l'avenir de l'Europe sur lesquelles elle souhaite des réponses du futur président de la République. Et donc je vais vous les poser successivement. Vous avez un petit quart d'heure pour y répondre. Il y en a 5. Et la première question, elle est très simple. Elle est même basique, mais elle est essentielle. Après la paix, puis la prospérité. Allez-y. Je vous en prie. Donc après la paix, puis la prospérité, quel est le sens pour vous du projet européen ? Le projet européen, c'est le projet le plus profond que nous puissions élaborer ensemble, porter ensemble. Et c'est même la raison pour laquelle j'ai voulu venir vous rencontrer, participer à cette journée. Projet européen, pour moi, c'est 2 choses essentielles. La première, c'est récupérer la souveraineté que nous ne pouvons plus exercer en tant que nation ou pays solitaire. Il se trouve que l'échelle du monde a changé. Je ne crois pas que nous soyons des pays petits ou moyens, mais la masse désormais joue un rôle très important, la capacité économique, et l'Europe est le seul moyen pour les pays que nous formons de récupérer ensemble la souveraineté que nous ne pouvons pas exercer seuls. Je me suis même autrefois, de manière un peu provocatrice, défini comme un souverainiste européen.
Je pense que c'est le seul moyen d'accéder à l'influence, à la voix que l'on doit faire entendre sur les grands sujets de la planète. Il y en a un tout simple aujourd'hui. Si c'était la France qui avait voulu instaurer une taxe carbone sur les déplacements aériens, nous ne serions pas en train de faire un bras de fer avec la Chine. Je ne sais pas quelle en sera l'issue, mais je suis absolument certain que nous aurions été purement et simplement squeezés. Donc c'est le seul moyen d'accéder à l'échelle des grands enjeux du monde. Premier point. Et deuxième point, l'Europe est pour moi une communauté de civilisation. J'ai pas beaucoup aimé que le mot soit galvaudé dans le débat politique intérieur, utilisé à des fins qui étaient pour moi des fins détournées, peu honorables et peu justes. Mais s'il est un sujet de civilisation, alors l'Europe en est en effet le défenseur et le porteur et l'expression. Nous avons, au travers du temps, grâce à l'histoire, il faudrait faire la généalogie de toutes ces racines, mais nous avons développé une vision de l'homme, une vision de la société, une vision de la séparation réelle entre ce que Pascal nommait les ordres, entre l'ordre de la religion, l'ordre de l'État, l'ordre de la science. Nous avons, depuis Pascal, et au fond c'était en germe depuis des siècles, développé une idée qui est une idée émancipatrice de la personne humaine. Dès l'instant que vous n'êtes plus soumis à un ordre unique qui mêle autorité de l'État, autorité religieuse, autorité scientifique, où l'on vous oblige à croire, où l'on vous oblige à penser, dès l'instant qu'on vous a libéré de cette tutelle unique, alors la personne humaine se déploie, elle devient créatrice, elle devient sujet de compréhension et elle exerce sa propre souveraineté sur sa propre vie. C'est ça que l'Europe porte. Et c'est ce pluralisme-là que l'Europe porte. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, je n'ai jamais soutenu l'idée qu'il devait y avoir dans la Constitution européenne une référence religieuse. Non pas que j'ignore. Comment pourrais-je ignorer cela? Non pas que j'ignore le rôle que la tradition ou le patrimoine spirituel a joué dans la formation de l'Europe. Mais ce n'est pas le seul patrimoine. J'ai souvent opposé à ceux qui objectaient à cette position que, par exemple, nous devions beaucoup à l'Empire romain. Nous devons beaucoup en langue, nous devons beaucoup en droit, nous devons beaucoup... je dis cela devant l'un des plus brillants représentants de l'Empire romain d'aujourd'hui, Sandro Gozzi, député italien. Mais nous devons beaucoup à l'Empire romain, nous devons beaucoup à la Grèce, nous devons beaucoup à la tradition juive, nous avons rencontré l'islam, et évidemment nous devons beaucoup à ce que le christianisme a été et est, et aussi comme volonté émancipatrice. Et donc, l'Europe, c'est un creuset de civilisation. Et c'est la double importance de l'idée européenne, retrouver la souveraineté et défendre un projet de civilisation. Alors, deuxième question, et maintenant la société civile, c'est que pour retrouver la civilisation, il faut retrouver la confiance, et pour retrouver la confiance, il faut sortir de la crise. Donc, quelles sont pour vous les priorités pour sortir de la crise? Comment concilier austérité, croissance, solidarité? Et quel est votre regard sur le pacte budgétaire? Bon, j'ai toujours trouvé le singulier abusif quand on parle de la crise. Parce que selon moi, il n'y a pas une crise. Il y a des crises successives et qui n'ont pas toutes la même cause, la même étiologie. Alors, première crise que nous avons rencontrée récemment, c'est la crise
du monde bancaire, qui est en effet la responsabilité du monde financier, de ses mauvaises habitudes. C'est la crise de 2008, et cette crise, elle méritait sanction, et peut-être eût-elle mérité sanction encore plus lourde que celle qui a été faite, parce que c'était une crise d'aventuriers financiers qui ont fragilisé le monde dans lequel nous vivions. Mais la deuxième crise n'est pas une crise venue de l'extérieur, du monde bancaire, de la météo du monde. C'est une crise qui est venue de l'irresponsabilité des gouvernants. C'est une crise de l'endettement des États. Et cette crise contre laquelle un certain nombre d'entre nous avaient mis en garde depuis longtemps, cette crise, elle doit imposer un certain nombre de changements et, pour en sortir, préparer des politiques nouvelles. Alors, je dis en deux mots. Le premier, c'est que on a besoin désormais d'une transparence absolue en matière de gestion financière des États. Et cette transparence doit entraîner un contrôle mutuel entre les États et l'Union européenne, et notamment les autorités de la zone euro, et un contrôle même mutuel entre les États. Et c'est pourquoi je soutiens l'idée qu'il faut à la fois, je dis pour aller vite parce que ça fait image en français, une Cour des comptes européenne, disons Eurostat, avec des compétences qui ont été proposées en 2005 et qui ont été refusées par la France et l'Allemagne, de même que par la suite, la France et l'Allemagne ont refusé les disciplines qui étaient celles du traité de Maastricht. Et je suis très heureux que le ministre canadien ait dit, avant que je n'arrive, que pour eux, ça avait été un guide, les disciplines de Maastricht. Et tout ça a été refusé par des autorités laxistes et qui portent une part de responsabilité, évidemment, dans la crise. Contrôle mutuel. Ce contrôle mutuel doit entraîner des disciplines renforcées, et c'est pourquoi j'ai soutenu depuis très longtemps les idées de règles d'or et de disciplines européennes imposées, acceptées par tous les pays de la zone euro, car la fragilité de l'un entraînerait la fragilité des autres. Mais il faut aussi des politiques qui soient des politiques d'initiative, de relance, comme on dit, ou en tout cas d'élan économique, porté par l'Union européenne, car aucun État solitaire ne peut le porter. Et c'est pourquoi je soutiens les politiques qui pensent à, comme Jacques Delors le proposait autrefois, de grands projets européens dans le domaine des équipements, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de tout ce qui va faire le substrat et le socle d'une Europe active et de pays européens retrouvant les voies de l'avenir et les voies de la croissance. Et ça doit se faire, me semble-t-il, en faisant appel à l'épargne européenne. Et donc, toutes les idées de project bonds, comme vous dites dans le langage initiatique qui est le vôtre, je les soutiens. Mais ça signifie, je pense qu'on va y venir à la question suivante, qu'il faut aussi une légitimité des institutions européennes qu'aujourd'hui elles ont presque complètement perdue, parce que dans les temps de démocratie comme ceux que nous sommes, alors il est vital que ceux qui décident soient identifiés et qu'ils aient une légitimité vis-à-vis des citoyens, ne serait-ce que pour que les citoyens puissent les mettre en cause lorsqu'ils font des erreurs. Aujourd'hui, on peut mettre absolument personne en cause, car on ne connaît personne parmi les décideurs européens. Si on sort dans la rue, même devant des publics éclairés... Voilà. Je vous pose clairement la question. Posez-moi la question. Quel mode d'organisation préconisez-vous pour le futur de l'Europe qui donne plus de légitimité et plus d'efficacité au système européen ? Oh, c'est très simple. Si les institutions européennes doivent avoir une légitimité, cette légitimité, elle doit être assumée par des dirigeants qui auront reçu mandat du peuple, donc qui seront connus par les citoyens. Si on faisait un sondage pour savoir qui est le président de l'Union, on aurait de vraies surprises, parce que je pense que on n'arriverait pas à 1% de réponse. Et a fortiori, si on demandait d'identifier un visage parmi une collection de photos ou une voix
on aurait une réponse qui approcherait les 0%. Et c'est absolument normal, parce qu'ils ont été choisis sur ce critère-là. Ils ont été choisis par les dirigeants nationaux, et singulièrement, nommément par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, sur un seul critère, qu'ils ne leur fassent pas d'ombre. Il ne faut pas s'étonner. Il ne faut donc pas s'étonner après qu'on les trouve transparents. C'est pour ça qu'on les a pris. Ceci est un attentat contre l'idée européenne. Et donc, moi je pense qu'il faut réenraciner de la légitimité, que c'est assez facile, même à partir des traités actuels. Il faut fusionner la fonction de président de l'Union et de président du Conseil et de président de la Commission, et il faut que ce président, cette présidente, soit élue. Qu'elle soit élue au suffrage universel par les citoyens européens, par exemple le jour des élections européennes. Si jamais on considérait que c'était pour le moment impossible, qu'il y avait des risques, on peut toujours réunir en urgence un congrès représentant à part égale les députés européens et les représentants des parlements nationaux, mais ça aurait évidemment beaucoup moins de légitimité parce que ça empêcherait le débat. Je suis, moi, pour l'élection du président de l'Union au suffrage universel. Et puis, de cette manière, on n'en parlera plus. Il aura sa propre légitimité, il ou elle auront leur propre légitimité, et c'est très important pour l'avenir. Et deuxièmement, il faut peut-être même pas renforcer dans ses droits, mais en tout cas assurer dans ses droits le Parlement européen. Et pour cela, il faut que les citoyens européens soient informés de ce que fait, de ce que décident, de ce que préparent les institutions européennes et singulièrement le Parlement européen. Il faut que l'agenda soit connu de tous. Si on faisait une enquête un peu sérieuse, même auprès d'un public brillantissime, averti, engagé comme celui qui est réuni dans cette salle, sur ce que prépare et ce que vote le Parlement européen en ce moment, je dis ça devant une députée européenne éminente, Marielle de Sarnez, malgré le travail tout à fait remarquable, Jean-Marie, que font les députés européens, personne ne sait quel est l'objet de leur délibération. Dans un pays aussi politique que la France, dans une union qui se veut aussi démocratique que l'Union européenne, ce qui fait que les médias en sont complètement absents, désintéressés, détournés. S'il y avait agenda, les citoyens s'engageraient ou auraient une idée de la réponse aux questions que pose le Parlement européen, leurs associations s'engageraient, de la passion naîtrait dans le débat et les médias suivraient. Il faut donc une obligation d'information et de transparence qui est le seul moyen de remettre de la légitimité pour le débat européen. On peut même aller encore plus loin. Ayant évacué la partie représentant du peuple, ayant relégitimé la partie représentant du peuple, je suis, moi, pour que les conseils européens délibèrent en public, de manière qu'on sache. Ça, c'est la partie Sénat dans les grandes institutions à vocation fédératrice. Je suis pour qu'on sache ce que pense et veut la France, ce que pense et veut l'Italie, ce que pense et veut la Grande-Bretagne, ce que pense et veut l'Allemagne, et qu'il y ait des débats publics lorsqu'il y a différence de point de vue. Et vous voyez que j'attache beaucoup de prix à l'implication du citoyen et à son information dans ce que seront, le jour où elles seront relégitimées par la démocratie, les instances européennes. Alors, deux dernières questions, mais il vous reste 2 minutes. Ouais. Alors, vous avez déjà répondu en partie à la 4e, c'est comment renforcer le sentiment d'adhésion des Français au projet européen. J'ai répondu. Bon. Et dernière question. 10 secondes. Quel avenir, question clé, quel avenir pour la relation franco-allemande? Comment vous la voyez? Je la crois nécessaire à l'union, parce qu'elle en est d'une certaine manière l'âme, pour toutes les raisons historiques et politiques.
Et je pense qu'elle ne doit pas être en rien hégémonique. Je pense que ces dernières années, une erreur a été faite en mettant en scène une espèce de duopole dans lequel le président de la République française et la chancelière d'Allemagne se présentaient comme étant les dirigeants de l'Europe. Et ceci est contraire, selon moi, aux principes qui doivent animer l'Union européenne. Je pense que c'est une erreur. Je dis à voix basse, je pense que c'est une erreur que nous paierons, singulièrement nous, France. Je pense que c'était maladroit et erroné dans son principe. Il faut une relation intime, au contraire de ce qui a été fait, parce que ce qui a été fait, c'est la présentation d'un accord qui reposait en réalité sur un désaccord de fond et perpétuel. On mettait en scène des embrassades, mais en réalité, il y avait confrontation. De sorte que personne n'a pu savoir où était le sujet de la confrontation, et je pense que c'était un grand sujet. Je pense qu'un dirigeant français qui aurait assumé aurait dû convoquer une conférence de presse, comme le général de Gaulle l'aurait fait, en disant « Mesdames et messieurs, voilà ce que pense la France. Ça n'est pas ce que pense l'Allemagne, mais voilà ce que pense la France, notamment autour du rôle de la Banque centrale européenne. » Et donc je pense qu'on n'a pas assumé la confrontation, qu'on a eu tort, parce que ça a mis de l'illisibilité, donc de l'illégitimité dans cette affaire. Et vous voyez qu'au fond, ce sont les mêmes principes que je porte, tout ça au nom de ce que devrait être le débat européen et la transparence. Il n'y a aucun problème ou aucun inconvénient à ce qu'il y ait des divergences d'appréciation entre le grand pays qu'est l'Allemagne et le grand pays qu'est la France, et puis l'Italie, et puis d'autres, au sein de l'Union européenne. Cette espèce de volonté de faire passer à tout prix l'idée d'un accord et d'un leadership qui s'exerçait à deux me paraît de mauvais aloi. J'ajoute en un mot, parce que vous vous impatientez à juste titre, que c'est la raison pour laquelle j'ai été profondément choqué par l'affirmation de Nicolas Sarkozy, disant que désormais l'Europe serait intergouvernementale. Si l'Europe est intergouvernementale, elle échouera. C'est la méthode communautaire, la seule qui peut permettre au contraire à l'Europe d'avancer. Je suis vraiment en désaccord profond, philosophiquement, avec cette thèse dont je ne sais même pas si, quand il l'a prononcée, il a mesuré ce qu'il était en train de dire, qui était simplement l'abandon de l'élan européen porté depuis plus d'un demi-siècle par la France. Merci. Merci François Bayrou. Je vous propose de rentrer dans la deuxième partie de cette rencontre avec le droit de suite. Je reste Éric Israelevich. Éric. Merci Guillaume, merci Monsieur Bayrou. Moi aussi je voudrais vous remercier de votre présence qui témoigne, s'il en était nécessaire, de votre engagement européen, de votre intérêt pour la question européenne. Alors quelques petites questions, j'ai à peine 10 minutes. Donc la première, nous avons publié hier à Le Monde, dans le cadre de cette manifestation, un sondage sur les Français et l'Europe qui confirme, s'il en était besoin, le désamour des Français à l'égard de l'Europe, de la construction européenne. Comment vous, un Européen, réagissez à ce désamour ? Le désamour est fondé. En période démocratique, quand vous interdisez aux citoyens de voir ce qui se passe dans la boîte, ben naturellement, ils craignent, ils ont peur, ils condamnent, ils ressentent tout ça comme une menace, comme quelqu'un qui leur prendrait leur souveraineté, alors que ce dont il s'agit, c'est de reconstruire la souveraineté ensemble. Et j'ai entendu depuis le couloir ce que disait le ministre canadien, il a absolument raison. Il y a eu, implicite ou explicite, inconscient ou conscient, complot de la part des dirigeants pour faire croire que les difficultés, les contraintes, les disciplines qui allaient être imposées aux citoyens, c'était de l'Europe qu'elles venaient. Ce qui est honteux du point de vue du fond, du point de vue de la vérité aussi, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est nécessaire
de remettre de la transparence et de la simplicité dans tout ça. J'ajoute que dans le désamour, il y a évidemment le choix explicite de faire une architecture de pouvoir absolument incompréhensible par qui que ce soit. Un labyrinthe d'institutions, multiplication de présidences, de commissariats, de responsabilités absolument anonymes et impossibles à dessiner au tableau avec un feutre, qui fait que personne ne peut s'y retrouver. Il n'y a donc pas de désamour accidentel ou conjoncturel, c'est un désamour qui a été voulu par des gens qui, en réalité, ont bâti les institutions européennes pour qu'elles ne prennent pas, aux yeux des citoyens, une place qu'ils voulaient revendiquer pour eux-mêmes. M. Bayrou, l'heure est au mea culpa. Alors, est-ce que ceux qui sont les plus européens n'ont pas aussi une part de responsabilité dans ce désamour? Ils ont un peu mis, ces dernières années, leur drapeau dans leur poche, ils n'ont pas assumé. Votre campagne, si j'ai bien compris, les grands thèmes, c'est produire, instruire, construire. Dans construire, il y a l'Europe. Dans construire, il y a l'Europe. Bien Donc sûr. Vous assumez, vous avez toujours bien assumé cet engagement européen. J'ai toujours bien assumé. D'abord, j'aime pas les mea culpa en général. Je ne suis pas réputé pour ça. Et deuxièmement, je le récuse. Je me suis battu constamment contre la volonté de labyrinthiser, si je puis faire un néologisme, de labyrinthiser l'Europe, d'anonymiser les dirigeants, de dissimuler les débats, de rendre impossible la compréhension par les citoyens. On peut faire une parenthèse très courte. Une petite parenthèse, monsieur. Je mets beaucoup en cause les dirigeants actuels. Il est vrai, pour être d'une sincérité absolue, que la méthode Monnet, elle était pensée en partie au lendemain de la guerre pour qu'il y ait ce découplage entre les opinions publiques et les dirigeants. Ce qu'on comprend, on sortait d'une guerre cruelle pour les nations, encore plus cruelle pour une certaine idée de l'humanité qui avait été massacrée en même temps que la Shoah. Donc c'était extrêmement lourd, extrêmement cruel, et Monnet, qui n'aimait pas trop la démocratie directe, on va dire ça sans porter atteinte à sa mémoire, a lui favorisé une toute autre conception technocratique, on dirait aujourd'hui, des choses, que des gens qui savent s'occupent des sujets importants et que les autres soient devant les peuples pour animer le débat. Il découplait les deux. Peut-être était-ce fondé à l'époque. Il ne faut jamais lire l'histoire avec les lunettes d'aujourd'hui. Mais, en tout cas pour moi, ça n'est plus fondé aujourd'hui. Il ne peut pas y avoir de légitimité de la décision s'il n'y a pas enracinement dans la volonté des peuples. Et donc c'est de là que vient ce trou noir dont l'Europe est aujourd'hui la victime. Alors pour vous, l'Europe a combien ? L'Europe jusqu'où? En particulier, une question précise sur laquelle le président de la République candidat s'est souvent exprimé. La Turquie doit faire partie de l'Europe. Moi aussi, je me suis souvent exprimé sur ce sujet. Vous savez que certains, François Mitterrand en particulier, avaient pensé ou défendu l'idée d'une Europe à plusieurs cercles. Peut-être la naissance de l'euro a-t-elle rendu actuelle cette Europe à plusieurs cercles. Je pense que c'est inscrit au fond dans la dynamique, dans l'élan que que nous avons créé en même temps que nous avons accepté l'euro. Pour le reste, je vous ai dit que pour moi l'Europe était une communauté de civilisation. Et donc, de ce point de vue-là, les modes de vie, la culture, la conception des rapports entre la religion et le pouvoir civil, tout ça est une question, mais les négociations sont ouvertes. On verra bien comment elles avancent. Je suis un peu sceptique. Au fond, je pense qu'il faut poser plusieurs questions en même temps. La Turquie en est une, mais la Russie en est une autre.
Nous avons, avec la Russie, avec l'Ukraine, avec les pays qui ont fait partie de cette histoire, nous avons des liens qui sont des liens aussi évidents. Et donc, que l'Europe pense son cœur et qu'elle pense son périmètre, voilà pour moi en tout cas la direction historique que nous devons suivre. Le sondage, la première question du sondage faisait ressortir que pour les Français, l'Europe doit nous aider à sortir de la crise, à favoriser la croissance, ce qui est évidemment... C'est vrai. Est-ce que vous adhérez finalement à la critique que fait François Hollande sur le thème le traité et le MES n'aborde pas cette question critique qui finalement est reprise aujourd'hui par un certain nombre de dirigeants conservateurs européens qui pensent aussi qu'il n'y a pas suffisamment de croissance dans cette politique? Je pense qu'il faut davantage de croissance, mais je pense que la stabilité ou la stabilisation ou la sécurisation des finances était la condition préalable. Pas seulement pour l'Allemagne, comme on l'a dit, mais pour tout le monde. Il ne peut pas y avoir, même à l'échelle nationale, vous savez que je défends l'idée que l'essentiel de notre crise française s'explique par des raisons nationales. Pas du tout par l'Europe ou d'autres, ou des manques venus de l'extérieur. C'est pas parce que nous avons l'euro, ni l'Union européenne, ni le système financier international que nous n'apprenons plus à lire à nos enfants. Ça n'a rien à voir. Et c'est pas pour ces raisons-là que nous avons perdu un très grand nombre de secteurs industriels autour de la question du produire en France, qui explique notre chômage et notre appauvrissement. C'est pas parce que nous avons des raisons extérieures que nous avons 70 milliards de déficit du commerce extérieur. C'est-à-dire 70 000 millions d'euros pris sur les ressources du pays pour aller soutenir les économies qui nous entourent, somme équivalente à 3 millions de salaires annuels de travailleurs, charges comprises. 3 millions. Bon, c'est pas la faute des autres. C'est notre responsabilité. Mais il est vrai que l'Europe doit et peut, je le crois, quand on constate que les institutions, cette entité européenne n'est pas endettée, elle a une capacité d'action et d'entraînement, notamment auprès de l'épargne indigène, de l'épargne européenne, qui existe et qui est abondante. Et donc, c'était une condition. Je pense que cette volonté doit s'exprimer dans l'avenir. Faut-il changer les statuts de la BCE ? Lui permettre de soutenir la croissance et pas seulement de se préoccuper Je crois que oui. Je crois que oui. Je crois et défends l'idée que les mécanismes que nous avons arrêtés pour la stabilité, qui sont des mécanismes uniquement de solidarité entre États, sont insuffisants, qu'ils ne pourront pas, je dis ça à voix basse, affronter la prochaine crise ou la prochaine crispation, la prochaine moment aigu que nous rencontrerons et qui semble se profiler à l'horizon si on lit bien ce qui se passe dans les pays qui nous entourent. Je pense que ces mécanismes d'appel à des solidarités inter-États ne suffiront pas et qu'il faut que la Banque centrale européenne soit en effet appelée à jouer un rôle plus dynamique dans tout cela. Au demeurant, si nouvelle crispation il n'y aura pas d'autre scénario de sortie de crise. C'est absolument, à mes yeux en tout cas, inéluctable. Et je pense ça depuis le premier jour. Je suis assez critique sur la manière dont on a traité l'affaire de la Grèce. Je ne vois pas historiquement comment un peuple peut supporter longuement ce qu'on a imposé et le style avec lequel on l'a imposé à la Grèce. Je peux dire par exemple avec certitude que si j'avais été président de la République, jamais je n'aurais accepté que le FMI soit invité à venir régler nos affaires en Europe. C'est nous qui devions régler nos affaires nous-mêmes, sur le sol européen. Quand la Californie est en faillite, les États-Unis n'appellent pas le FMI. Et vous avez un budget fédéral là-bas. Oui. Ben, nous n'en avons pas. Donc, et alors ? C'est pas le budget fédéral qui règle la faillite de la Californie. Vous avez les mêmes lois qui s'appliquent. Il n'y a aucun lien entre le budget fédéral et la faillite de la Californie.
Il y a des interventions qui sont des interventions du Trésor, et ceci, en tout cas, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça signifie, comme on disait en latin autrefois, diminutio capitis, comme manifestation d'incapacité historique de la part d'institutions politiques qui refusent d'affronter elles-mêmes les questions et qui vont chercher à l'extérieur des intervenants pour y répondre à leur place. Donc je trouve que oui, ce changement de définition, et en tout cas d'action de la BCE, passer du clandestin au transparent et soutenir la croissance, ça me paraît, moi en tout cas, aller dans le bon sens. Alors, une dernière question. Et inéluctable. Oui. Et inéluctable. Dernière question, parce que j'ai vu que tout le monde vous dit... Oui, vous avez remarqué vous aussi. Oui. Je vois que vous avez bien surveillé. Donc, vous avez clairement dit que vous souhaitiez un renforcement de l'exécutif européen, une élection au suffrage universel. Une légitimation. Pour le légitimer. Oui. Un renforcement du pouvoir du Parlement européen. De sa transparence. Une démarche communautaire plutôt qu'intergouvernementale. Vous êtes donc le candidat fédéraliste de cette élection. Oh, monsieur Israelevitch, je fais très attention aux mots. D'abord, j'aime beaucoup ça, les mots. Il n'y a pas de mot plus, on va dire, polysémique, comme on dit dans les... Il n'y a pas de mot plus ambigu, autrement dit, moins lisible que le mot fédéraliste. Pour les fédéralistes canadiens, qui se sont tout à l'heure exprimés, le mot n'a pas du tout le même sens que chez nous. Pour les Suisses, j'ai beaucoup étudié les grands auteurs fédéralistes, dont beaucoup étaient suisses, le mot n'a pas du tout le même sens que chez nous. Il y a dans le mot fédéral une notion que j'aime beaucoup, qui est au fond une notion de décentralisation absolue, c'est-à-dire d'investissement des unités qui forment l'ensemble du maximum de responsabilités. Alors subsidiarité entange dans vos cerveaux. De subsidiarité passant en premier. En France, le mot fédéraliste est un mot qui est entendu comme confiscation de la souveraineté. Donc je fais très attention. Quand j'ai besoin d'expliquer à des publics non avertis, à la différence de ce que vous êtes, moi j'emploie le mot coopératif. Parce que je trouve qu'il y a dans la coopération quelque chose qui ressemble absolument à la démarche européenne. Des unités qui demeurent vivantes, qui décident de s'associer pour relever des défis qu'elles ne peuvent pas relever seules. Et c'est valable pour une coopérative agricole, pour une coopérative d'artisans, et c'est valable aussi pour une coopérative politique comme l'Europe doit l'être. Et ça va très bien avec l'idée de démocratie généralisée que je crois nécessaire pour les temps nouveaux, et ça va aussi très bien avec les idées de troisième voie que j'aime à défendre dans le débat politique. Merci beaucoup, M. Bayrou. Alors, c'est-à-dire, vous avez parlé de beaucoup de choses importantes. Maintenant, on vous demande 3 engagements forts, européens, qui seront au cœur de votre mandat de président de la République. Vous les avez entendus, hein, donc je vais donc... Quels sont-ils? On vous invite à les écrire. Contrairement à ce que vous croyez, je ne suis pas de ceux qui écrivent des choses différentes de ce qu'ils disent. Donc, 1. Croire en l'Europe. 2. Légitimer les institutions européennes en les simplifiant et en les démocratisant. 3. Faire de l'Union européenne et de la zone euro un acteur de la croissance des pays et des peuples. François Bayrou, 10 mars 2012.